Alors, nous reprenons nos travaux maintenant en recevant l'Association québécoise Plaidoyer Victimes. Alors, deux personnes qui vont prendre la parole. Je vous la cède immédiatement pour 10 minutes et par la suite, on procède aux échanges. Alors, à vous. Merci. Bonjour, l'Association québécoise de plaidoyer victime, la QPV, vous remercie de nous accueillir aujourd'hui. Je me présente, je suis Karine McDonald, directrice générale. Je suis accompagnée aujourd'hui de ma collègue Léa Serier, responsable des dossiers politiques. Depuis 40 ans maintenant, la QPV défend les droits et les intérêts collectifs des personnes victimes d'actes criminels et leurs proches et veille à rendre ces droits accessibles et effectifs. Pour ce faire, on offre des programmes de formation, de l'information, on organise également des activités de mobilisation et de représentation. La QPV met son expertise à contribution non seulement au Québec, mais également au Canada. Nos valeurs sont guidées par la solidarité, l'équité et la rigueur. L'association compte plus de 200 membres provenant de différents milieux, la justice, la sécurité publique, le milieu communautaire, l'éducation, santé et services sociaux. Plus récemment, la QPV a aussi mené un projet, c'est ce qui nous amène ici aujourd'hui, les personnes victimes d'actes criminels devant la Commission d'examen des troubles mentaux. Ce projet-là avait pour objectif d'examiner un petit peu, d'explorer cette réalité-là qui était quand même méconnue, de dresser un état des lieux et surtout approfondir la réflexion sur l'exercice des droits des personnes victimes devant la CETM. Donc, c'est ce qui nous amène aujourd'hui à vous présenter le fruit de nos réflexions qui découlent de ce projet-là, entre autres. Avant toute chose, on souhaite mentionner qu'on souligne quand même, là, on salue le projet de loi 66. C'est un premier pas pour assurer une meilleure protection du public, particulièrement la sécurité des personnes victimes, commises par des personnes inaptes à subir leur procès ou non criminellement responsables. Aujourd'hui, par contre, on souhaite soulever plusieurs préoccupations ou constats, dont certains sont déjà ressortis dans notre projet CETM. Le projet de loi est relativement court, vous l'avez dit tout à l'heure, et on observe que de nombreux enjeux ne sont pas traités. Entre autres, on constate qu'il est inexistant le concept de personne victime dans le projet de loi. Donc, ça contribue vraiment à les invisibiliser. Pourtant, le projet de loi ne concerne-t-il pas justement les personnes victimes d'infractions criminelles? De plus, le projet semble être une réaction surtout aux récents événements, mais ne donne pas d'informations sur la façon dont ces mesures seront mises en œuvre. Il met l'accent sur la surveillance des conditions de libération conditionnelle, une fois qu'il y a une infraction qui a été commise, mais non pas avant en prévention afin d'éviter qu'il y en ait une qui soit commise, une première infraction. Et finalement, le projet de loi ajoute un nouvel acteur qui est l'agent de liaison. Appelons-le l'AL. Cet AL sont prévus, mais il ne mentionne pas son rôle, qu'est-ce qu'il va faire exactement. Donc, ça soulève plusieurs interrogations. On va vous partager trois des enjeux principaux qu'on a soulevés. Je vais commencer par celui qui nous tient le plus à cœur, je vous dirais, la prise en compte des personnes victimes et leur sécurité. La QPV recommande d'intégrer systématiquement le point de vue des personnes victimes à toutes les étapes du processus pour assurer une évaluation complète du risque de dangerosité que représente la personne ISP ou NCR pour garantir la sécurité de la personne victime. Parce que chaque décision aura un impact sur la personne victime. On se demande, entre autres, ce sera quoi les critères utilisés par la CETM pour déterminer si le suivi des conditions doit se faire par un agent de liaison ou non. Est-ce que le point de vue de la personne victime sera pris en compte à ce moment-là? Puis concrètement, comment on va prendre en compte le point de vue de la personne victime? On propose quelques pistes de réflexion. Par exemple, est-ce que ça pourrait être la déclaration de la victime qui pourrait être prise en compte à ce moment-là pour avoir son point de vue? Mais il faut aussi prévoir des possibilités où il n'y en a pas de déclaration de la victime, dans les cas, par exemple, où est-ce que c'est inapte à subir son procès. D'autre part, la CETM pourrait solliciter plus souvent le DPCP, dont on a parlé tout à l'heure juste avant nous, ou quand dans les situations il y a un dossier où est-ce que c'est suivi par un agent de liaison, est-ce que l'agent de liaison pourrait se faire la personne qui rapporte le point de vue de la personne victime. Justement, si un agent de liaison est dans un dossier, on se demande, est-ce qu'il est prévu que cette personne-là contacte systématiquement avec la personne victime? Sinon, comment on va prendre en compte le point de vue de celle-ci? Si un contact est prévu,
Pour nous, c'est essentiel qu'il y ait un mécanisme qui soit balisé et structuré afin d'assurer la sécurité psychologique de la personne victime. On propose dans notre mémoire plusieurs pistes de solutions plusieurs pistes de réflexion à cet égard. Toujours concernant le rôle de l'agent de liaison, on se demande comment va s'articuler le rôle de celui-ci en lien avec l'équipe traitante. Lors des révisions annuelles, est-ce qu'il va être présent? Si oui, ça va être quoi son rôle et le poids de ses recommandations? Si, par exemple, il y a une divergence d'opinion entre les deux équipes, les deux personnes, donc qui aura primauté dans les prises de décision? Ces questions sont importantes et doivent être répondues parce que pour nous, c'est essentiel que les craintes de la personne victime relatives à sa sécurité soient bien considérées et prises en compte. Donc, je vais laisser la parole à ma collègue Léa. Bonjour à toutes et tous. Donc, un autre enjeu que l'on souhaite maintenant mettre en lumière, c'est celui de l'information aux personnes victimes. Donc, déjà, lors de la réalisation de notre projet CETM, on avait constaté que les personnes victimes avaient difficilement accès à l'information pour exercer pleinement leurs droits. Donc, avec ce projet de loi, le nombre d'intervenantes et d'intervenants avec qui la personne victime va interagir augmente. Donc, potentiellement, il va y avoir des agents de liaison. Et puis aussi, il se peut que l'équipe dédiée aux personnes victimes au sein des services correctionnels du Québec, les SCQ, offre des services ou bien transmette des informations aux personnes victimes. Donc, ce nombre d'interlocuteurs, il peut générer de l'anxiété et un sentiment d'insécurité chez la personne victime. Par exemple, en cas de non-respect des conditions constatées par la personne victime, à qui doit-elle s'adresser? Au service de police, à l'agent de liaison ou encore à l'équipe dédiée aux personnes victimes au sein des SCQ? Aussi, comment le rôle de cette équipe dédiée aux personnes victimes va-t-il s'articuler avec celui de l'agent de liaison? Quels services seront offerts et comment collaborera-t-elle avec les organismes d'aide aux personnes victimes? La QPV propose de mettre en place un mécanisme d'information clair et structuré pour les personnes victimes. Ce mécanisme, il prévoirait par exemple de les informer de leurs droits, de valider leurs besoins d'information, de les informer des personnes susceptibles de les contacter et des personnes qu'elles peuvent contacter, et du rôle et des services offerts par tous ces acteurs. Particulièrement, il serait important de les informer de l'équipe dédiée aux personnes victimes au sein des SCQ. Enfin, des protocoles de collaboration pourraient aussi être élaborés avec les organismes d'aide et de services aux personnes victimes. Un troisième et dernier enjeu qui est pour nous crucial, c'est celui de la formation. Et on en a entendu un peu parler aujourd'hui et le rapport de la coroner le mentionne aussi. Qu'est-il prévu en matière de formation sur la victimisation criminelle, de formation sur les enjeux spécifiques des personnes victimes d'une personne déclarée ISP ou NCR? Pour assurer une évaluation complète, une gestion adéquate du risque et ainsi agir en prévention, il est nécessaire pour nous que tous les acteurs impliqués, dont les AL, reçoivent une formation adaptée sur l'intervention auprès des personnes victimes. La QPV propose dans son mémoire plusieurs pistes de réflexion à cet effet, mais on pense notamment que cette formation devrait couvrir les réalités des personnes victimes, en particulier lorsqu'elles sont confrontées à des personnes ISP ou NCR. Il serait particulièrement pertinent d'y inclure les enjeux liés à la violence intrafamiliale et notamment pour comprendre les dynamiques qui rentrent en jeu quand la personne victime est aussi une proche de la personne ISP ou NCR. Évidemment, cette formation devrait permettre la compréhension approfondie des enjeux de santé mentale, des réalités des personnes ISP ou NCR et des différentes instances qui interviennent auprès d'elles, particulièrement de la CETM. Cette liste n'est bien sûr pas exhaustive. Enfin, il est indispensable que cette formation soit élaborée et donnée en collaboration avec des personnes, des organismes ou des instances experts sur ces enjeux-là. Donc, pour terminer, ce projet de loi est vraiment un premier pas important, mais selon nous, il reste incomplet sur plusieurs aspects cruciaux, liés notamment à la sécurité, au bien-être et aux droits des personnes victimes. Ces dimensions ne sont pas suffisamment prises en compte dans les discussions actuelles et il est indispensable de pousser la réflexion plus loin. Nous vous remercions pour votre écoute et tenons à ce que vous sachiez que la QPV se tient prête, bien sûr, à contribuer activement aux discussions futures sur tous ces enjeux. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, je cède immédiatement la parole à M. le ministre. Merci, M. le Président. Merci, Mesdames, d'être là aujourd'hui. Si je vous écoute, si je comprends bien, j'ai vu vos recommandations à la fin qui se concentrent majoritairement à la CETM. Présentement, les victimes sont oubliées dans tous les chiers. J'essaie de voir s'il y a des aspects positifs. Il n'y en a pas beaucoup, sinon pas du tout, là, dans tous les chiers là,
post-CETM ou post-décision. Est-ce que c'est bien ça? Oui, effectivement. Il y a 0, là? Oui. OK. Moi, je veux vous rassurer, de notre côté, c'est certain que les agents de liaison ne vont pas laisser les victimes là, en pan, là, sans minimalement vous accompagner, vous comprendre et de vous supporter du mieux qu'on pourra. Là. C'est pour ça que j'essaie juste de comprendre de quelle façon la communication avec les agents et les victimes pourraient être maximisées, si je peux le dire ainsi, là, parce que moi, je n'ai pas l'intention de vous oublier pour ce qui est de ce côté. Puis de l'autre côté, bien, je comprends là, que la majorité là, des recommandations que vous mettez là-dedans, là, je vais avoir une sous-question par la suite, mais je veux juste vous entendre sur le rôle des agents puis ce que vous souhaiteriez là, obtenir là, du mieux qu'on pourra. Là. Bien, en fait, on le mentionne dans notre mémoire. C'est sûr que si c'est prévu là, que l'agent de liaison communique avec la personne victime, c'est important d'informer la personne victime au préalable. Dès que la personne est reconnue ISP ou NCR, de l'informer qu'il y aura un agent de liaison qui va contacter la personne victime, lui expliquer c'est quoi son rôle, la préparer à cet appel-là. Parce que, comme Léa le disait, quand il y a un grand nombre d'interlocuteurs, ça peut amener beaucoup d'anxiété. La personne, déjà, doit gérer les conséquences de la victimisation qu'elle a vécue. Puis là, en plus, elle se perd dans un dédale et en plus, dans un système qui est plus ou moins connu, qui est la CETM. Donc, c'est important de clarifier le rôle de chacun. Et s'il peut y avoir aussi des partenariats qui sont faits avec des organismes, soit l'équipe dédiée au SCQ ou des organismes d'aide aux personnes victimes qui peuvent peut-être accompagner la personne victime lors des contacts avec l'agent de liaison, le ou les contacts, là, on ne sait pas qu'est-ce qui est prévu exactement, mais c'est de s'assurer que ça soit bien balisé, ces contacts-là. Puis comment, dans le rôle que vous avez, là, les victimes qui ne vous connaissent pas, là, qui ne connaissent pas votre organisme, sont un peu dépourvues, là, ils n'ont pas de support comme tel, à part si quelqu'un dit hey, « ouais, moi je les connais », puis appelle tel organisme qui va vous aider qui vont les aider dans les dédales d'informations, à part les CAVAC peut-être, c'est ça? Exactement. Nous, on n'est pas un organisme de soutien individuel aux personnes victimes. C'est les CAVAC surtout. C'est les CAVAC, exactement. On ne voulait pas les nommer, les mettre sur la sellette, là, mais les CAVAC seraient sûrement un très bon organisme pour ça. OK. Puis, une dernière question. Les recommandations que vous mettez là-dedans ou les constats, là, est-ce que vous avez déjà discuté de ça avec la CTM ou oui? Plusieurs fois? Oui, ça a été un projet qui a été mené par une de nos collègues sur à peu près 2 ans. Et oui, il y a eu des consultations avec des personnes de la CETM, avec des intervenantes et intervenants qui agissent auprès des personnes victimes et qui ont accompagné des personnes victimes auprès de la CETM et des discussions avec les personnes victimes. Donc, on a un bilan qui n'est pas joint ici. Là, c'est juste les recommandations qui étaient envoyées aux instances concernées. Mais oui, dans ce bilan-là, on explique toutes les problématiques rencontrées par les personnes victimes et qui sont ressorties aussi des personnes qui sont à la CETM. Là. OK. Le constat qu'eux ont fait, je ne veux pas les mettre au banc, là, mais le constat qu'eux ont fait face à ce que vous demandez, est-ce l'ouverture ou... Ils sont en cours. Ah. OK. Mais vous répondez à ma question. OK. OK. Bon, mais voilà. Merci. Monsieur le député de Masquinongé. Merci, Monsieur le Président. En fait, j'ai juste une question. Tantôt, vous avez parlé un peu d'une certaine façon d'une communication idéale. Et vous avez parlé dans votre réponse qu'il serait important, d'une certaine façon, de clarifier les rôles. Selon vous, comment qu'on peut davantage clarifier les rôles d'un agent de liaison pour qu'il puisse optimiser là, son rôle auprès des victimes aussi? Premièrement, il faudrait clarifier ce que l'agent de liaison fait et en amont de ça, informer. Donc, je ne sais pas si ça passerait par le CETM ou si ça passerait par, disons, le CAVAC, mais de contacter, parce que le réseau des CAVAC a déjà des systèmes d'information aux personnes victimes. Donc, dans le cas où il faudrait qu'il y ait quelque chose qui s'articule pour qu'il y ait un intervenant psychosocial qui a cette formation-là d'intervenir auprès des personnes victimes, puisse expliquer à la personne victime qu'est-ce qui s'en vient, c'est quoi le processus qui s'en vient, dont
le rôle de l'agent de liaison, pourquoi il va l'appeler à ce moment-là, ce sera quoi l'objectif de cet appel-là également, c'est quoi les attentes qu'elle peut avoir par rapport à l'appel, parce que certaines personnes, je ne sais pas si son point de vue, on le nomme beaucoup dans notre rapport, là, le point de vue de la personne victime, est-ce que c'est que pour faire bonne figure seulement qu'on va appeler la personne victime, est-ce que son point de vue va vraiment être pris en compte dans une quelconque évaluation, donc d'avoir des attentes réalistes aussi par rapport au rôle de l'agent de liaison. Donc, c'est clarifier tout ça. Puis pensez-vous qu'on va y arriver? C'est possible. Tout est possible. Dans nos recommandations, on parle de la manière dont toutes ces informations-là pourraient être acheminées aux personnes victimes, mais il reste aussi la question de qui va être en charge de construire ce mécanisme d'information, justement, que nous, on propose. Donc, on n'a pas mentionné quelqu'un ou un organisme en particulier, mais il reste à décider qu'une personne, en instance, soit en charge de construire ce mécanisme et s'assurer qu'il soit suivi pour que chaque personne victime reçoive les mêmes informations. Merci. Ça va? Monsieur le ministre, ça va? Est-ce qu'il y a d'autres membres? Pas de questions? Ça va? Alors, Madame la députée de Westmount-Saint-Louis. Merci beaucoup, M. le Président. Bonjour, Mesdames. Un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'aborder un autre point de vue en termes de ce projet de loi, puis aussi les circonstances de tout le monde qui sont interpellés lors d'une drame comme on a vu avec Maureen Bowe. Je trouve très intéressante de vous entendre. Étant donné, un peu comme mes collègues, le CETM, bien, c'est pas de ce que nous sommes en train de débattre aujourd'hui, c'est pas à l'intérieur du projet de loi, mais j'entends bien vos revendications. Puis je suis contente de savoir que vous avez déjà une communication ouverte avec eux. Puis j'espère qu'ils vont intégrer quelques-unes de vos recommandations. Je souhaite vous entendre en termes de la définition de victime, parce que là, je ne sais pas votre expérience personnelle ou les personnes qui vous êtes en train de représenter, mais quand on parle de victime, comme on a entendu aussi avec le groupe qui ont témoigné juste avant vous, ça peut être la famille de la personne concernée, ça peut être, la famille, mettons, de Maureen Bowe, par exemple, mais qui est la victime dans ça? Parce que si on lit le rapport de le coroner Kamel, elle parle beaucoup de victimes, mais les victimes collatérales, c'est vraiment les familles qui accompagnent la personne qui a des besoins en santé mentale. Fait que votre définition un peu pour nous situer. Bien, pour nous, une victime, c'est une victime d'infraction criminelle. Donc, selon le code criminel, par contre, c'est certain qu'il y a des victimes collatérales. Donc, par exemple, justement, dans la situation de Maureen Bowe est la victime directe, mais sa famille, à mon sens, à moi, c'est une personne victime également. Donc, pour nous, c'est ces personnes-là dont on parle. Puis, comme Léa le spécifiait aussi, trop souvent dans les dossiers où la personne est ISP ou NCR, la personne victime est aussi un proche. C'est pas une personne inconnue. Donc, il y a une dynamique qui est vraiment importante à tenir en compte dans l'évaluation du risque de dangerosité. Si on décide de prendre le point de vue de cette personne-là en compte, on pourrait croire dans certaines situations où est-ce que la personne pourrait minimiser, disons, sa propre évaluation de peur de nuire à son proche, de peur... Parce que, tu sais, si pour nous, c'est complexe, tout ça, la CETM et tout ça, bien, imaginez pour eux, donc, d'appeler la police, pour eux, pourrait dire, bien, mon proche va être criminalisé si j'appelle la police pour avoir de l'aide. Quand c'est fort possible que la personne ne soit pas criminalisée, mais c'est difficile à comprendre pour eux. Donc, il y a vraiment une espèce de dynamique complexe. Donc, cette dynamique-là doit faire partie de la formation là, de toutes les personnes qui vont travailler, graviter auprès des personnes victimes. OK. Puis, toujours avec la notion de victime, c'est vrai, c'est inexistant, la notion de victime dans le projet de loi. Avez-vous une recommandation pour nous de comment l'intégrer pour rejoindre vos préoccupations et vos besoins? Bien, déjà, la première chose que nous, on demande, là, c'est que le point de vue de la personne victime soit pris en compte dans tout le mécanisme. Donc ça, c'est notre première préoccupation. Comment on peut la prendre en compte? Ça c'est plus des questions de moyens qu'on a proposées. Mais nous, ce serait vraiment ce qui est le plus important pour comment intégrer dans le projet de loi, ce serait de prévoir que le point de vue de la personne victime est pris en considération parce que si on veut correctement évaluer les risques de dangerosité, il faut aussi comprendre quelles sont les craintes pour la sécurité, pour sa sécurité, les craintes de la personne victime, en tout cas pour sa propre sécurité. Donc, prévoir comment concrètement prendre ce point de vue en compte. Puis, il y a plusieurs manières de le faire, comme on l'a dit, là, mais il faut aller plus loin que juste le mentionner parce que si
on prend en compte juste la déclaration de la victime, par exemple, ça pourrait ne pas fonctionner dans le cas où est-ce qu'il n'y en a pas. Donc, il faut trouver des alternatives. Et qu'aujourd'hui, si vous avez besoin d'avoir de l'information, qu'est-ce que vous faites? On appelle le policier? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça qui est complexe. C'est ce que notre rapport, justement, qu'on a fait suite au projet CETM, avoir de l'information, c'est comme un peu les 12 travaux d'Astérix, là. C'est vraiment complexe à avoir. Donc, on peut appeler à la CETM. Il y a certaines instances, mais c'est pas simple. J'ai œuvré, avant d'être directrice générale, j'ai œuvré 20 ans auprès des personnes victimes d'actes criminels. Puis dans des situations comme celle-là, j'étais aussi perdue qu'elle, là. C'est pas évident. Mais ce n'est pas le rôle de CETM de partager ces informations avec les victimes, parce que je sais qu'on parle beaucoup en long et en large de l'agent de liaison. C'est quoi le rôle, c'est quoi la formation? On a très peu d'informations, fait que vous faites bien de soulever dans votre mémoire. Tout le monde a les mêmes questions, ça va avoir l'air de quoi? Est-ce que ça devrait être sous la responsabilité de services correctionnels? On a entendu d'autres groupes qui disaient que ça devrait être peut-être un intervenant pivot, parce qu'on ne souhaite pas qu'ils aient un rôle clinique, parce que ça ne fait pas partie de leur responsabilité si la réhabilitation et réinsertion sociale, c'est le but ultime. C'est pas le rôle de CETM de vous partager ces informations, un élargissement de leur mandat, parce que aussi, c'est le rôle de la SQ. La SQ a un rôle, j'ai leur mandat devant moi, vocation première et le maintien de la paix, de l'ordre, de la sécurité publique, prévention et répression du crime, plus encore l'engagement de ses membres à assurer la sécurité des personnes et des biens, à sauvegarder des droits et des libertés, être attentif aux besoins des victimes et à collaborer avec la communauté pour nourrir la mission. Je souhaite comprendre pourquoi que ça devrait être l'agent de liaison qui partage ces informations avec les victimes. Aucune idée comment cette personne va être formée. Présentement, ils ont quand même un lien avec un agent de probation. Si on parle de protéger aussi la personne concernée, qui doit être une préoccupation, on parle des citoyens en général. Me semble, je questionne pourquoi que ce n'est pas le CETM qui devrait faire ceci. Ça dépend des informations dont on parle, en fait. Parce que si on parle juste des informations relatives aux conditions de libération, alors oui, là, c'est la CETM. Et depuis l'entrée en vigueur de la loi S12, ça a changé. Il y a une petite case à cocher dans la déclaration de la victime et elle peut accéder à certaines informations, par exemple, les conditions de libération, l'endroit où habite la personne ISP ou NCR. Mais là, nous, ce qu'on demande, c'est des informations par rapport à qui sont les interlocuteurs, surtout si on ajoute un agent de liaison. Donc, à qui elles doivent s'adresser, particulièrement dans le cas où est-ce qu'il y a un non-respect de conditions que la victime va constater. Alors là, ça va être quoi son rôle? Est-ce qu'elle va appeler la police? Est-ce qu'elle appelle l'agent de liaison? Est-ce qu'elle appelle l'équipe dédiée aux personnes victimes au sein des SCQ? Donc, c'est toutes ces informations-là que la personne victime a besoin de savoir et pas forcément, oui, juste les conditions de libération. Ça, c'est la CETM. Okay. Puis il n'y a pas juste ça aussi. Présentement, une personne victime, qui n'est pas victime dans un contexte là, de non criminellement responsable, l'équipe dédiée aux personnes victimes du Service correctionnel québécois va informer la personne victime justement de la date de libération, donc va avoir un suivi. C'est de façon, la victime doit en faire la demande, mais après ça, la personne victime n'a pas besoin d'aller chercher l'information. Donc, il y a un dossier et la personne va être informée là, à chaque fois qu'il y a des changements. Donc, c'est un peu la même chose. Est-ce que c'est le rôle de l'équipe dédiée au Service correctionnel qui devrait s'en charger? Est-ce que c'est l'agent de liaison? C'est là que on pose des questions. Nous, on ne recommande pas nécessairement que ce soit l'agent de liaison, mais si c'est le cas, si c'est son rôle à lui qui doit être formé. Puis si on voulait consulter lors de la mise en œuvre de ce nouveau rôle, est-ce que c'est votre organisation qu'on devrait consulter pour s'assurer que la personne est formée comme il faut? Parce que c'est aussi la notion de formation revient souvent. Formation de nos policiers et policières, qu'on comprend, c'est un enjeu, c'est important, surtout avec la notion d'état mentaire perturbé. Puis ils travaillent là-dessus. Formation à ceux qui concernent le CETM, parce qu'on a beaucoup entendu, vous l'avez aussi évoqué, on n'a jamais autant parlé de le CETM depuis les 12 derniers mois. Fait que tout le monde en parle. Je pense que les citoyens en général commencent à avoir une notion de c'est quoi le CETM. Qui devrait former, mettons, si on a des agents de liaison qui vont voir le jour d'ici 12 mois, qui devrait les former, puis comment est-ce qu'on peut intégrer le point de vue des victimes à l'intérieur de cette formation? Encore une fois, ça dépend de ce sur quoi porte la formation. Comme si c'est une formation sur la CETM, je pense que la CETM pourrait aussi être l'instance concernée. Mais pour ce qui est des impacts de la victimisation ou des besoins des personnes victimes, alors oui, on est un des organismes, je pense, on offre de la formation, ça fait partie de notre mission.
Et puis si c'est plus concrètement comment intervenir, il y a d'autres organismes qui interviennent directement auprès des victimes qui, je pense, offrent aussi des formations. Mais oui, nous, on offre des formations. Mais ça dépend du sujet aussi, donc en fonction des spécialisations de chaque organisme, personne, instance. OK. Parce que je reviens aussi, j'ai plusieurs préoccupations parce qu'on comprend, on a entendu, il y a 1900 dossiers actifs, on parle de 18 agents, ça fait peut-être 1 ou 2 interactions par année. Vos attentes de communication sont quoi? Comment que ces 18 personnes avec autant de charge de travail vont pouvoir communiquer aussi avec les victimes? J'essaie d'optimiser puis de comprendre c'est quoi vos besoins parce que là, on est en train de réfléchir. Vous souhaitez quoi? Une communication chaque fois? Il y a un événement, une fois par mois, une fois par année? Qu'est-ce que vous cherchez exactement? Parce que 18 personnes, 1900 dossiers, je ne sais pas si vous serez top de la liste, mais juste 2 appels avec la personne concernée par année, ça va être beaucoup. Ça va être beaucoup. Ouais. Bien, on ne souhaite pas nécessairement qu'il contacte la personne victime. Peut-être juste une première prise de contact pour que la personne sache à qui se référer, si elle a à se référer à cette personne-là. Mais c'est surtout le mécanisme d'information. Donc, quand il y a des choses importantes, qu'elle soit au courant. Donc, est-ce que ça relèvera de l'agent de liaison? Est-ce que ça relèvera de l'équipe dédiée du SCQ? Est-ce que ça relèvera d'un organisme d'aide aux personnes victimes? C'est pas tant le nombre de fois qu'ils vont contacter avec la personne victime, c'est de la clarification des rôles qui est le plus important. J'ai perdu mon autre idée. Sûrement que tu vas pouvoir. Les attentes. Je me demandais c'était quoi, dans le fond, les attentes. Peut-être parmi les attentes, la considération du point de vue de la victime, en fait. Parce que tout de suite, nous, ce qu'on a pu imaginer, c'est de se dire cet agent-là de liaison va avoir un contact avec la personne victime. Alors, est-ce que lui ou elle pourrait être en mesure de entendre le point de vue de la victime et puis à un moment dans le processus, lors des révisions annuelles, lors du suivi en général, en tout cas, mettre ce point de vue-là en avant puis le prendre en compte dans les évaluations différentes. Parce qu'ils sont souvent les mieux placés, surtout quand c'est une personne proche, là, pour évaluer justement le risque de dangerosité. Ils connaissent très bien la personne depuis, disons, 10, 15, 20 ans qu'elle est malade. Ils connaissent les drapeaux rouges et tout ça. Donc, c'est ce point de vue-là qu'on veut prendre en compte. On l'a vu là, dans la situation de Maureen Brault. Le père l'avait dit, il va finir par tuer quelqu'un, puis malheureusement, c'est ce qui est arrivé. Donc, il le savait, ce qui allait arriver, puis on n'a pas pris en compte ça, on ne l'a pas pris au sérieux. Donc, c'est ça qu'on aimerait que ça soit fait, là. Et puis même dans le cas où est-ce que ce n'est pas une personne proche de la personne ISP ou NCR, ça reste que c'est une personne victime d'infraction criminelle de cette personne. Et donc, elle a des craintes qui sont valides et qui sont concrètes et qu'il faut écouter puis mettre de l'avant quand on va faire ces évaluations-là. C'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci. Merci, Mme la députée. Alors, Monsieur le député de Laurier-Dorion, prenez la suite. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Mesdames. Je n'ai pas... Vous apportez un point de vue, un angle mort, en quelque sorte, pour le PL 76. Je n'ai pas l'impression que ces projets de loi-là prennent en considération les besoins, les droits des victimes. Est-ce que vous partagez cet avis-là? Tout à fait. C'est notre conclusion. Oui. Très bien. Je parcours votre mémoire. Il y a beaucoup de matériel et plusieurs grandes quantités de recommandations, en quelque sorte, des pistes. Vous les appelez des pistes de solutions. Est-ce que vous pensez que la commission d'examen des troubles mentaux et les systèmes qui prennent en considération les besoins des victimes existent? Est-ce que les CETM prennent en considération les victimes ou il reste beaucoup de travail à faire? Oui, bien, il reste du travail à faire, mais c'est sûr qu'avec l'entrée en vigueur de la loi S12, il y a une facilité. Il faut que la personne victime soit proactive pour recevoir de l'information, etc. Mais il y a une plus grande facilité pour accéder à toutes ces informations-là. Et puis, j'ai perdu mon point. Je m'excuse. Donc, l'appareillage qui prend en considération les victimes au CETM. Oui, c'est ça. Oui, il y a aussi eu la modification de la directive du DPCP, la TRO1, qui, elle, justement, préconise au DPCP d'être plus fréquemment présent aux audiences de la CETM et d'écouter les craintes de la personne victime, notamment relativement à sa sécurité.
et donc de les faire parvenir lors des audiences de la CETM. Donc, il y a ces deux éléments-là qui existent déjà, mais voilà, il faut que la personne victime soit proactive, il faut qu'elle dépose une DV, il faut que le DPCP soit là aux audiences. Et donc, nous, on se demande si ajouter, s'il y a un agent de liaison, ajouter cette personne-là lors des audiences, ça ajouterait encore plus de poids au point de vue de la personne victime. Très bien. J'essaie de faire le lien avec les dispositions proposées dans l'EPL 66. Il y a la possibilité, même si ce n'est pas clairement spécifié tel quel, c'est une conséquence du projet de loi 66, la création du poste d'agent de liaison sous la supervision, en tout cas embauché par le système correctionnel. On a entendu d'autres opinions aujourd'hui de différents intervenants qui nous disent que ceux qui sont plutôt critiques à l'arrivée du service correctionnel, qui préfèrent que les personnes soient suivies par des gens, des employés du système de santé et services sociaux. Et considérant les besoins de la victime, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que tu veux que j'y aille? Oui. Système de santé et services sociaux versus système correctionnel, du point de vue des victimes. C'est sûr qu'on ne s'est pas particulièrement prononcé là-dessus, puisque ça concerne un petit peu de manière plus éloignée, mettons, les besoins de la personne victime, mais reste que on est comme d'avis que de confier ça aux services de santé et services sociaux serait quand même plus adéquat, parce qu'il y a déjà une forme de formation puis d'implication, mais aussi parce que, oui, les SCQ peuvent avoir comme un effet peut-être plus néfaste dans la réhabilitation des personnes ISP ou NCR, en tout cas, et donc avoir, de fil en aiguille, un effet sur la sécurité des personnes victimes. Mais on ne s'est pas prononcé particulièrement là-dessus dans le mémoire parce que ça sortait un peu plus de notre champ d'expertise. Mais si on devait se prononcer, oui, je pense qu'on est d'accord de plutôt confier ces à elle. Je veux comprendre votre propos. Vous êtes plus néfaste et vous faites référence à l'intervention des services correctionnels? Oui, c'est ça, dans le fond. Okay. Donc, vous pensez que dans la réhabilitation, dans les cas de personnes non criminellement responsables, l'intervention des services correctionnels n'est pas optimale? Oui, il pourrait y avoir peut-être plus de difficultés. Le fait que ce soit associé au service correctionnel pourrait avoir un impact sur la personne ISP ou NCR, comme on a pu l'entendre aujourd'hui. Il y a plusieurs personnes qui ont avancé ce point-là. Le fait que le lien de confiance n'est peut-être pas vraiment toujours là parce qu'il y a eu des mauvaises expériences avec la sécurité publique en général. Donc oui, dans ce cas-là, si la volonté, c'est de vouloir améliorer la réinsertion sociale des personnes ISP ou NCR et donc minimiser le risque de récidive et de danger pour la personne victime, ça pourrait avoir un impact lointain, mais potentiel sur la sécurité de la personne victime. J'aimerais préciser avec vous la notion de victime dans toute la thématique des personnes non criminellement responsables. D'une part, ça peut être une personne qui a subi, par exemple, une agression d'une personne avec des problématiques de santé mentale, mais ça peut être aussi un proche. On l'a entendu juste avant vous, des proches aidants, ou par exemple d'une personne qui est atteinte des problématiques de santé mentale. Mais est-ce que les besoins de ces deux types de victimes-là, si je peux les catégoriser ainsi, sont les mêmes pour vous? Bien, c'est sûr qu'il y a des besoins qui sont similaires. Tout ce qui est relié à la victimisation criminelle, donc anxiété, troubles de stress post-traumatique et tout ça. Mais la personne qui va être un proche victime va vivre des enjeux différents. Parfois, pourrait sentir un sentiment de trahison par rapport au proche s'il dénonce l'acte criminel. Il va avoir une certaine crainte de briser le lien avec cette personne-là. Il va avoir... il y a vraiment un enjeu qui est une dynamique relationnelle qui est à prendre en compte, ça c'est certain, là. Donc les besoins dans notre projet là, qu'on a fait, les besoins qui ressortaient, c'était justement de savoir comment maintenir le lien malgré le fait d'avoir dénoncé. Le besoin, c'était de s'assurer que la personne soit suivie, qu'elle est en sécurité, et pour elle-même et pour autrui également. Donc, c'était vraiment les besoins qui ressortaient pour les proches victimes. Alors, je tiens à remercier la directrice générale et la responsable des dossiers politiques de l'Association québécoise de plaidoyer victimes
pour leur collaboration et leur contribution à nos travaux. Merci beaucoup. Je suspends les travaux pour faire place au prochain groupe. Merci.